Bonjour, je suis Julie Burgheim et je vais donc modérer la table ronde intitulée La réinvention des villes, le dialogue entre art, science et technologie comme moteur de la transition urbaine. Je voulais vous indiquer tout d'abord que cette table ronde est co-organisée en partenariat avec une initiative émanant de la Commission européenne, plus précisément de la DG Connect, intitulée START, Science, Technology, Arts, dont la représentante aujourd'hui est Marie Albert, qui d'ailleurs présentera un projet émanant de cette initiative Vertigo Start. Je présenterai plus amplement les intervenants juste après une petite introduction. Par ailleurs, je voulais également préciser que cette table ronde est concomitante avec un autre projet européen. Je crois qu'il y a quelques représentants aujourd'hui de ce projet européen dans la salle. Il s'agit du projet InFocus, qui est un projet européen de coopération entre 10 grandes villes européennes, dont Grenoble, Francfort, Bilbao, Turin, Bordeaux, qui justement se pose la question des transitions et des stratégies au niveau local et au niveau régional sous plusieurs aspects tels que la planification urbaine, les nouveaux modes de travail, l'entrepreneuriat et l'économie créative. Évidemment, les questions liées aux Smart Cities, villes innovantes. Voilà. Alors, en introduction, de mon point de vue, je ne me suis pas présentée complètement, travaillant pour un opérateur culturel, ou en tout cas une initiative émanant d'opérateurs culturels en Bourgogne-Franche-Comté. Je me suis dit que c'était un sujet tout à fait dense, qui proposait quand même dans sa description pas mal de notions telles que l'innovation, la transition urbaine, etc. Donc je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de refaire un petit parcours très rapide à travers ces notions en introduction. Je voudrais vous proposer peut-être lire la transformation des villes, mais aussi du monde rural, et de l'interpréter. On pourrait le faire par le biais du prisme du progrès technique. Et les changements que cette modernisation produit dans les modes de production et d'existence. Donc, si on le souhaite, on pourrait faire une lecture des dernières 200 ans, voire encore plus, sur ce mode-là. Et garder ça à l'esprit. Et effectivement, aujourd'hui, si on regarde le monde, la question du progrès technique, on va l'appeler pour l'instant le progrès technique, est également au cœur des transformations des contemporaines et touche plusieurs domaines de la vie, d'activités, de secteurs différents. Effectivement, on constate que la démocratisation des technologies, l'explosion et aussi l'accélération de ces multiplications et le fait qu'elles touchent tous les secteurs et les usages, donc les citoyens, les individus, transforme profondément et mondialement acquise aujourd'hui. Elle transforme des gens de milieux sociaux très divers et on constate aujourd'hui que tous les deux domaines de la société, que les pratiques de personnes se sont transformées et continuent à se modifier
par l'usage au quotidien de ces nouveaux outils et objets à leur portée. Ça touche la relation à autrui, ça touche le monde du travail, l'information et également la création et la possibilité de générer du contenu et du sens nouveau. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple où une personne qui peut se retrouver aujourd'hui sans eau courante ou d'électricité, mais être connectée globalement au monde par le biais d'un smartphone connecté à Internet et étendre par ce biais-là aussi l'espace public. Alors c'est parce que ces modes de vie, les relations et les modes de consommation et de production se transforment aussi plus largement que les politiques publiques sont amenées à accompagner ce qu'on qualifie justement cette chose-là de transition. Alors on parle aussi de transition parce que auparavant on observait a posteriori des phénomènes qu'on pensait être linéaires et temporels, alors qu'aujourd'hui la question de la transition est beaucoup plus large. On lui adjoint de nombreux qualificatifs et on l'aperçoit comme un phénomène global, un nécessaire changement et une rupture avec un système global. Elle renvoie alors à un changement des pratiques et de l'adaptation des sociétés. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, la notion de transition urbaine renvoie à un projet global de développement de territoire qui prend en compte la convergence de multiples transitions dans une globalité prise par l'angle notamment de l'attractivité. Donc on parle souvent de la question de l'attractivité de territoire. La question de l'attractivité, elle est généralement assimilée à la capacité d'un territoire à attirer et à retenir des facteurs mobiles de production ou de population. On parle notamment de capacité d'être, par exemple de résidents qui pourraient bénéficier sur un territoire à se loger, se maintenir en bonne santé, etc., mais aussi de capacité d'agir. Et rassemblerait les capacités à se déplacer à travers le territoire et l'attraction évidemment aussi d'investisseurs. Alors tout cela amène les territoires aussi à se poser la question de leur différenciation entre elles et se combine évidemment aussi avec de nouvelles attentes de la part des citoyens, de nouveaux défis comme le défi climatique, ce qui amène les politiques publiques à aussi parler d'inclusion, de responsabilité, etc., etc. Alors, comment introduire la question de l'art et de la culture et des sciences et technologies dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont au centre de cette table ronde? Évidemment, souvent, on parle de la culture comme facteur d'innovation. C'est effectivement quelque chose qui revient depuis une vingtaine d'années dans les discours et qui fait suite aussi à un déclin en fait des modèles et du développement liés aux industries lourdes. Donc on a introduit très rapidement depuis une vingtaine d'années cette notion d'innovation par la culture, mais aussi en la combinant à l'innovation technologique. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont amené les territoires à réfléchir à cette combinaison. Tout d'abord parce que l'art et la culture proposent
des valeurs liées à l'imagination, au jeu, à l'improvisation, à l'anarchie créatrice, mais aussi parce qu'elle fournit des nouveaux modèles d'organisation pour d'autres sphères. Et elle correspond aussi à un facteur de valeur économique qui, combiné avec cette transsectorialité, donc combiné avec l'innovation technologique, peut produire une attractivité justement. C'est aussi à travers cette question que émerge la question donc de l'économie créative. C'est ce dont on parle généralement, qui apporterait à un territoire une dynamique, une vitalité. Et c'est donc aujourd'hui, à travers différentes approches, justement, qui célèbrent, j'ai envie de dire, cette transsectorialité, on va pouvoir voir comment peut fonctionner, je dirais, l'interstice de ce fonctionnement en termes de processus. Comment peut-on agencer ? Comment on peut provoquer, en fait, sur un territoire, des agencements et des réseaux informels qui structurer de façon spontanée, comment créer des conditions favorables qui structureraient de façon spontanée une forme d'agencement, d'hybridation des secteurs. Évidemment, n'oublions pas que l'art et la création artistique et la culture replacent, et c'est ce que disait aussi l'introduction à cette table ronde, l'humain au centre, la question de l'imaginaire, ce qu'on appellerait plutôt le capital symbolique, le capital humain. C'est souvent ces notions-là dont on parle dans ce genre de contexte. Voilà, je crois que je vais quand même terminer là. Et vous présentez les intervenants. Il y a tout d'abord Olivier Le Gall, qui est juste là à ma gauche, qui va prendre d'ailleurs la parole très bientôt, qui représente le collectif MU, basé à Paris dans le 18e arrondissement, et le garage MU, mais aussi d'autres initiatives comme la station Gare des Mines et un projet Métamine, qu'il va nous présenter. Eva Salcedo Pérez de Obanos, qui est juste à mes côtés, qui est responsable de la promotion de l'entrepreneuriat à Bilbao, pour la ville de Bilbao. Philippe Cardin, qui est chercheur au CNRS et conseiller municipal Mélan et conseiller métropolitain Grenoble-Alpes Métropole. Marie Albert, que j'ai déjà présenté rapidement tout à l'heure, qui est chef de projet French Tech Culture et qui mène donc au sein de French Tech Culture le projet Vertigo Start. Et Marie-Sophie Maslow, qui est en charge des partenariats industriels au LETI, CEA, que vous connaissez déjà, qui est donc également associé à l'Hexagone. Donc, Olivier va lancer sa présentation, à une petite présentation. Je vais rejoindre le pupitre parce que j'ai quelques notes, enfin pas beaucoup en fait, puisque en fait je vais faire l'intervention en français, mais les slides sont en anglais, donc comme ça vous pourrez avoir les deux versions pour ceux qui ne parlent pas le français et qui veulent quand même suivre, même si je sais qu'il y a la traduction. Donc en gros, l'idée là, c'était plutôt de vous présenter notre démarche à la station Gare des Mines, même si MU aussi a des projets technologiques et des projets qui s'intéressent à l'espace urbain depuis longtemps. Donc on est d'abord un collectif d'artistes qui s'est créé en 2002 au Fresnoy et puis qui a continué son activité à Paris très rapidement. On s'intéresse beaucoup au son contextuel. C'est souvent des processus de participation collective, à la fois artistique et puis aussi d'inclure des habitants. On a une recherche esthétique et technologique sur ces médiums du son installés dans l'espace urbain, que ce soit
des installations sonores à grande échelle, comme on vient de le faire dans le cadre de Nuit Blanche avec un projet qui s'appelle Rail Océan autour de la mémoire ferroviaire, avec 25 artistes qui étaient commissionnés, ou que ce soit aussi dans le cadre de parcours sonores qu'on développe sur une plateforme dont je parlerai peut-être tout à l'heure aussi, qui s'appelle Soundways, qui permet d'éditorialiser assez facilement des parcours sonores, mais qui sont aussi des environnements sonores assez complexes. Ils peuvent être complexes, pas forcément à expérimenter, mais à composer. Donc c'est un vrai outil de composition musicale. Et puis par ailleurs, depuis 2007, on a aussi une activité de programmation et de diffusion de la musique à travers d'abord un festival qui s'appelait Filmer la musique et un lieu, le Garage Mu, qui est en fait notre atelier qu'on a ouvert en 2012, qui est devenu au fil des ans un lieu qui est sur 4 ans à organiser un concert par mois, mais c'était un petit événement à chaque fois à Paris, parce qu'il y avait une vraie attention au choix des groupes. Et comme c'était rare, c'est devenu très prisé. Et on a eu jusqu'à 5000 adhérents au Garage Mu qui sont venus. Donc à chaque fois des gens différents, parce qu'il fallait adhérer, parce que c'était pas légal. Voilà. Alors la station Gare des Mines, c'est un appel à projet de la SNCF de 2015 que peut-être certains d'entre vous ont vu passer. Ils avaient proposé 16 sites dans toute la France, qui étaient des sites ferroviaires désaffectés. Et il y en avait quelques-uns à Paris. Et moi, j'ai fait ça au mois d'août. J'ai répondu 10 lignes assez rapidement pour se positionner, parce qu'il y avait une deadline. Et ce qui m'intéressait dans le lieu, c'était à la fois le fait qu'il n'était pas trop grand, parce qu'on est une petite asso au départ, et qu'il était proche du périph'. Donc là, vous avez le lieu dans sa configuration telle qu'on l'a trouvé. Il y avait un cirque derrière qui n'existe plus. Là, on va avoir les ateliers Chanel qui vont arriver bientôt. Et puis on a pris le site, il était dans cet état-là, il s'avérait que c'était un ancien club africain. Donc c'était intéressant parce que dès qu'on a ouvert l'espace, en fait c'est comme si la dernière fête avait eu lieu la veille, donc il y avait une espèce de boule à facettes, il y avait encore des cotillons, des bouteilles de Jack, des chaussures à talons hauts, bref, voilà. Et donc c'est ce lieu qui nous a servi de base pour créer la station. Et l'intérêt aussi, c'est sa proximité avec le Plaine Commune qui est juste à côté. Plaine Commune, c'est la collectivité qui est de l'autre côté du périph', avec Saint-Denis, Aubervilliers, etc. Donc c'est un peu un lieu interface entre deux arrondissements parisiens et puis la banlieue proche. Et c'est un peu aussi ce qui explique aussi qu'on s'intéresse aussi au Grand Paris, et j'en parlerai plus tard. Donc il est offert depuis 2016. Il a accueilli beaucoup de gens, 80 000 personnes en 2 ans, sur 2 saisons d'été principalement, puis là on est ouvert en hiver depuis le mois de novembre. C'est un lieu de résidence d'artistes, de musiciens et d'artistes sonores. C'est aussi un lieu de convivialité, parce qu'on essaie d'accueillir aussi des gens du quartier. Et on organise toutes sortes de projets différents dans le lieu, beaucoup en extérieur jusqu'à présent. Et puis on a quelques temps forts. On s'intéresse pas mal évidemment à la musique rock et le garage. Donc on a créé un événement, Garage Mu Festival en juillet, station électronique en août. Et puis aussi on a pas mal d'événements queer. Qui sont pas seulement des événements musicaux, des performances, c'est aussi des événements réflexifs avec des conférences, etc. Donc du coup, c'est un lieu aussi un peu politique. C'est un espace de travail pour les artistes, et c'est aussi un espace public où les gens viennent écouter de la musique, mais aussi écouter des conférences parfois. Alors attendez, ouais. Attendez, voilà. Donc du coup, là, c'est un peu la configuration projection, parce que c'est aussi un truc qui nous intéressait, c'est de faire aussi un peu un cinéma en plein air. C'est pas la Villette, c'est un peu bricolé, mais c'est intéressant. On est au bord du périph', mais on arrive quand même à entendre le son des films. Donc c'est quelque chose c'est une expérience de cinéma un peu différent. Et on fait la part belle aussi aux avant-premières, quand les réalisateurs viennent eux-mêmes défendre leurs films. C'est un lieu aussi de résidence, je l'ai dit. Alors les résidences, en l'occurrence, Soundways, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notre plateforme, mais aussi un Fab Lab qui s'appelle Sonic Makers, Sonic Lab même, c'est son nom exact. Et donc c'est les 2 personnes que vous voyez là qui font des instruments pour les handicapés, entre autres. Donc des instruments dont l'ergonomie est très très simple
et qui permet à n'importe qui de faire de la musique et vraiment de faire de la musique et pas juste faire semblant de faire de la musique parce qu'il les encadre et à la fin il y a un CD qui est produit souvent, c'est des ateliers qui ont lieu en général à l'extérieur et puis là ils ont créé un lieu à l'intérieur de la station, petit mais avec 10 postes et ça commence à bien marcher. Et c'est quelque chose qui nous intéressait aussi, c'est l'interaction du lieu avec un public différent. Métamine, on va développer, c'est notre plateforme de réflexion qui lie en gros l'intervention artistique, l'usage des technologies et la construction urbaine. Ça nous intéressait de réfléchir à ça parce que en fait on est sur un territoire en mutation forte. On ne connaît pas notre horizon temporel, donc c'est à la fois, je dirais, pragmatique ou opportuniste, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on peut avoir des informations des aménageurs pour ce qui nous concerne nous, parce qu'on a en gros un horizon de 2-3 ans, mais aussi de se dire, bah, finalement, tout ce qu'on développe, est-ce que ça peut, à un moment donné, influer le projet urbain dans lequel on s'inscrit. Donc c'est se dire, bah, finalement, les enjeux sont très importants pour ce type d'espace. Je ne connais pas le nombre de mètres carrés de la zone des mines, mais c'est un des très très grands espaces vacants à cheval sur Paris et pleine commune. Et c'est un espace dont la programmation urbaine a commencé il y a 10 ans. Et ils n'ont pas encore sorti les plans définitifs, ils en sont au 140e plan d'aménagement. Et c'est aussi une ZAC qui est co-construite entre Pleine Commune et Paris, donc ça rend le projet assez compliqué. Et c'était normalement le village olympique de Paris 2012, donc il n'a pas eu lieu. Olivier, je peux vous poser une question sur Métamine rapidement. Peut-être ce serait intéressant de comprendre comment justement vous alliez ou comment vous voyez l'adjonction entre la création et tout. Vous parlez d'une programmation artistique investissant des outils de création artistique et digitale et d'influer donc sur la construction urbaine de cette partie du quartier qui est aussi qui est un prolongement d'un quartier particulier de Paris. Peut-être quel type de processus vous mettez en place? Qu'est-ce que ça fait au territoire? Est-ce que ça fait quelque chose? Sachant qu'il y a des incubateurs autour, etc. Il y a 2 niveaux. Il y a un niveau là réflexif. Donc Métamine, c'est d'abord en gros une journée de réflexion ou 2 jours de réflexion. Donc là, je présente un petit peu et puis je répondrai en même temps. Donc en gros, c'est un projet qui est à la durée de notre occupation. Pour l'instant, on est arrivé en 2016, on n'a rien fait parce que là, c'était vraiment les gros travaux. Il fallait s'installer et donc on n'en était pas à pouvoir organiser ce type d'événement. En 2017, on a fait cette première édition de Métamine qui était très micro, donc très basée sur le nord-est parisien et voire même la ZAC des Mines. On a invité l'urbaniste qui était en charge de la ZAC des Mines. Et en fait, pour répondre à ta question, pour nous, notre travail, il est à 2 niveaux. C'est un travail de long terme et de très court terme, en fait, parce que c'est à la durée de notre occupation. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, on avait 6 mois. On a eu 2 ans de plus, et là, on espère en avoir 2 de plus. Et on se dit, bah, en 4-5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire notamment dans la relation qu'on peut avoir de proximité avec ses voisins, qui ne sont pas tous des gens qui débarquent dans les nouveaux immeubles qui sont construits, mais aussi des HBM, donc des logements sociaux, des travailleurs pauvres d'un côté, des gens qui ne sont pas dans les mêmes immeubles, et puis des gens qui sont vraiment au chômage, ou des immigrés qui sont arrivés il y a longtemps et qui sont nos voisins, et avec lesquels on entretient une relation aussi des fois un peu compliquée, parce que nous, au départ, c'était un festival musical à ciel ouvert permanent de 5 mois avec 100 dates pendant 5 mois d'été. Donc on a accueilli la première année 35 000 personnes sur ces 5 mois. Donc une moyenne de 350 grosso modo personnes par concert, ce qui est pas mal à Paris, hein, même si on a pu aller jusqu'à 1000. Et du coup, forcément, on était comme une espèce d'ovni, tout en ayant tout un projet artistique qui interroge notre relation à l'espace urbain et qui peut nous amener aussi à révéler aussi les savoir-faire ou la mémoire locale, donc à travers notamment Sunways, puisque l'idée Sunways s'est décliné d'un projet musical vers un projet documentaire
Et on s'est intéressé aux archives du territoire, à la parole des habitants. Et donc on raconte des histoires avec leur complicité. Donc c'est un travail de long terme d'un côté, mais c'est aussi un travail de réflexion qui nous amène aussi à convoquer tous les acteurs du territoire autour de ces problématiques. Donc en admettant que évidemment un territoire se constitue à travers plusieurs représentations, il se constitue notamment aussi à travers les représentations de ses habitants, on pourrait dire que quelque part c'est un travail qui s'attache à travailler sur la représentation de ce territoire qui d'ailleurs s'agrandit avec le Grand Paris, des habitants aussi, et qui participe au développement de cette représentation. En tout cas c'est l'intention. Après, entre l'intention et la réalité, il y a un pas quand même assez grand à franchir. Je pense qu'on est d'abord un lieu de musique. L'économie même du lieu est basé sur en gros les recettes propres et la billetterie et les bars. Et ça, c'est une réalité très forte et c'est difficile de la changer. Et donc, c'est aussi en ayant un peu plus de marge de manœuvre qu'on peut arriver à faire autre chose et pas faire que des concerts. Et c'était le cas la première année. On avait plein d'idées la première année, mais on avait que 5 mois. Alors, je vais juste repasser en revue les éditions de Métamine. Enfin, une édition, ça c'est la première. Donc il y avait 3 tables rondes, une table ronde sur la ville vue par les artistes. Donc c'est la première que vous voyez. Donc il y avait notamment Sébastien Thierry de Pérou, donc qui s'intéresse beaucoup aux populations roms, à la question des réfugiés à Paris. Et donc c'est aussi une manière de voir la ville en creux, aussi la ville vue par du point de vue de ceux qui ne comptent pas dans la programmation urbaine. Bon, je ne vais pas passer tout le monde en revue, mais Philippe Vasset, c'est un écrivain hyper intéressant qui a écrit plusieurs bouquins sur la zone dans laquelle on est. Et il est résident de la station et on est en train de construire un parcours sonore avec lui sur le T3B qui va être un parcours sur la paranoïa sécuritaire parce que ça l'intéresse pas mal. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a aussi un travail de rédac chef de lettres confidentielles. Donc c'est une sorte de... C'est pas un espion, mais il est au courant de plein d'informations extrêmement confidentielles, mais qui en général, pour se protéger, il sort, il les garde pas pour lui. Donc en fait, il a un travail d'écrivain d'un côté, très personnel, et en même temps, dans sa manière d'aborder ce travail d'écrivain, il est aussi investigateur du territoire. Donc on retrouve ce côté journaliste aussi dans sa pratique. Et bon, je ne passerai pas tout le monde en revue. La deuxième table ronde était plutôt autour de l'impact des projets artistiques sur la ville. Donc on parle souvent de la gentrification. Enfin, en tout cas, ça fait partie des questions qu'on a interrogées. Et puis il y a aussi les impacts positifs, évidemment, parce qu'il n'y a pas que des impacts négatifs. Alors, si tant est que la gentrification que les artistes soient les agents de la gentrification, ce qui reste encore à discuter. Et puis, dernière table ronde, c'était en quoi les artistes peuvent influencer le projet urbain. Donc voilà, donc c'était les 3 thèmes. Donc là, bon, c'est un peu le nombre de gens qui étaient impliqués, mais je ne vais pas revenir dessus. Il y avait aussi des ateliers, donc il y avait une dimension aussi un peu expérientielle. On n'était pas que dans le discours. Et là, là c'est en gros notre projet de cette année. Donc on s'étend. On était à la station l'année dernière. Là, on va être sur 4 lieux. Donc les magasins généraux BETC pour une première série de tables rondes, le 6B, le millénaire pour une expo sur les drones. Alors là, l'idée, c'est de saisir un peu le Grand Paris comme une représentation, en tout cas comment représenter le Grand Paris et comment créer un récit sur le Grand Paris. Et donc on se dit, on va convoquer des médiums différents. Donc la dernière fois, c'était pas beaucoup la marche, et c'était beaucoup l'expérience du marcheur, quoi. Là, on va être plutôt sur une vision vue de dessus, enfin, c'est comme ça qu'on l'imagine, une représentation cartographique. Donc l'idée, c'est justement de discuter de l'usage des drones, de l'usage de la manière justement d'utiliser la carte, soit à des fins il faut qu'on laisse la parole aussi à Eva et aux autres intervenants. Oui, bon, voilà. Je termine très vite sur un projet européen, puisqu'on est dans un cadre aussi de projet européen. Donc là, on a monté un réseau de 6 lieux. On vient de déposer un Europe créative.
justement qui se veut être une manière d'interroger la manière dont ces lieux fonctionnent, à la fois en interne, mais aussi par rapport au territoire qui les environne. Des lieux très différents, il y a des lieux privés, des lieux publics, enfin des lieux privés, publics, coopératifs, qui ont des taux de financement public qui ne sont pas les mêmes du tout. Et l'idée, c'est d'expérimenter un certain nombre d'outils pour améliorer leur fonctionnement. Donc là, vous les avez là-haut, financement coopératif, services aux travailleurs indépendants, voilà, et des prototypes artistiques en lien avec l'espace urbain pour voir dans quelle mesure ils sont impactants par rapport au territoire qui les environne. Voilà. Et j'ai terminé. Et là, c'est tous les liens, si vous voulez nous contacter ou voir ce qu'on fait par ailleurs. Voilà. Merci. Merci Olivier. Il faut dire que j'ai posé plein de questions. Alors Eva Salcedo Pérez de Obanos, que je vous ai rapidement présenté tout à l'heure, va donc prendre la parole. Je rappelle qu'elle est responsable de la promotion de l'entrepreneuriat à Bilbao Ekintz. Elle a préparé un slide qu'elle vous a ramené. Elle va plus précisément parler de deux initiatives qui sont la Maker Faire et le BFT Tech Lab, Bilbao Fashion Tech Lab. Mais je vais lui laisser la parole. I don't know how does it work. Okay. Sorry. Well, thank you very much. Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis Eva, comme l'a dit Julie. Je travaille pour la ville de Bilbao et je travaille dans la promotion des entreprises. Alors, Bilbao se situe dans le nord de l'Espagne. Nous appartenons au Pays Basque, donc une zone plutôt riche et très entrepreneuriale, très ouverte vers le reste du monde. Donc, nous sommes une ville industrielle, nous étions une ville industrielle jusqu'à 1980, à peu près, une grande ville industrielle en Espagne et en Europe. Mais dans les années 80, nous avons souffert une véritable crise, une crise très profonde liée à l'économie et aussi une crise sociale. Nos organismes administratifs avec le secteur privé ont créé ou bâti un plan pour une vision à très long terme avec une transformation urbaine dont le Guggenheim est très symbolique, mais il n'y a pas que le Guggenheim dans ce processus, dans ce plan. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce processus de transformation urbaine est maintenant terminé. Maintenant, nous trouvons en face de l'économie des connaissances. Alors, le modèle de la ville de l'avenir que nous faisons aujourd'hui est basé sur l'innovation, sur des personnes et sur l'esprit d'entrepreneuriat. Il y a quelques années, la ville de Bilbao a fait un exercice en détectant les secteurs d'activité qui étaient les plus importants, les plus dynamiques dans notre ville, sur notre territoire. Et en parallèle, le gouvernement du Pays Basque, comme dans le reste de l'Europe, travaillait sur la stratégie RISE 3. Donc en fait, nous avons considéré qu'il s'agissait d'une très bonne opportunité pour améliorer notre ville et pour proposer l'aide, pour proposer le soutien de notre ville au RISE 3 sur le plan régional. Nous avions dû explorer, travailler sur la transition avec ces différents niveaux de gouvernance, avec les différents pôles d'activité au sein de nos villes. C'est pour cela que nous avons
nous avons engagé d'autres villes à nos côtés et nous avons présenté notre projet au secrétariat. Et notre projet s'appelle InFocus. Et nous avons voulu justement avoir des villes, travailler avec des villes qui avaient l'habitude de pôles d'activité. Et tout cela pour créer un pont vers le RIS 3 sur le plan régional. Voici les villes présentées tout à l'heure par Julie: Bordeaux, Placentia, Porto, Bucarest, Turin, Francfort et Ostravia. Alors, nous ne sommes pas loin de terminer ou clôturer notre projet au mois d'avril, pour être précis, et nous sommes plutôt heureux. Nous avons énormément appris et nous avons beaucoup travaillé au sein de nos villes avec les acteurs, les parties prenantes, toutes les parties prenantes, justement, que nous avons cherché à incorporer, en fait, dans cette initiative et dans ces spécialisations intelligentes. À Bilbao, nous travaillons avec un groupe local. Nous nous réunissons tous les mois, à peu près. Tout cela est chapeauté par nos institutions locales, les centres de recherche aussi, et nous avons 3 universités également qui sont à nos côtés. Les pôles d'activité et les représentants de l'entreprise, l'IVC, les chambres de commerce, le milieu consulaire, les chambres de métiers, etc. Donc, à Bilbao, nous nous focalisons sur ces 3 secteurs: l'art et la créativité, la technologie numérique par Internet et les services avancés. Nous essayons de faire la promotion et de favoriser le développement de ces secteurs tout en les croisant entre eux et en les agrégeant. Nous cherchons à créer, à développer des espaces clés pour le développement de ces secteurs d'activité. Nous avons des bâtiments disponibles au centre-ville de Bilbao. Ce bâtiment qui s'appelle le bâtiment Ensanche, avec un centre pour la photogravure, avec beaucoup de matériel intelligent disponible. Il y a une bibliothèque, il y a un laboratoire, une sorte de vitrine pour les jeux vidéo. Et pour illustrer toutes les possibilités, nous avons également fait quelques avances par rapport au secteur stratégique. Nous avons également un centre de recherche pour les étudiants qui s'appelle le Busy Lab, donc avec des jeunes âgés entre 10 ans et 19 ans, où les jeunes peuvent investir dans la technologie et la science. Nous avons également le Zoroth Zour, donc une zone d'opportunité. Nous avons dit que, je viens de dire que la transformation urbaine est presque clôturée, mais nous avons une sorte de péninsule où nous avons nos entreprises. Et aujourd'hui, nous avons donc cette zone qui va être une île bientôt, l'année prochaine, et nous allons voir beaucoup de développement autour des 3 secteurs que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, une zone, le Zoroth Island, une zone de vie, une zone de travail, un lieu de loisirs lié aux 3 secteurs présentés. Et tout cela avec 2 parcs de technologie urbaine. Et ça sera un projet à long terme, donc un projet à 20 ans. Mais d'ici 2 ans, il y aura quelques projets liés à ces services très avancés. L'université sera également présente. Une école spécialisée en jeux vidéo, en création de jeux vidéo, sera tout proche également. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de ponts, beaucoup de liens
bâti, construit entre ces différentes zones, car nous pensons qu'il faut savoir faciliter et provoquer des connexions et des interconnexions entre les artistes, entre les entreprises, entre les technologies et entre les scientifiques et, bien évidemment, les citoyens également. Donc, c'était ça. Voici l'avenir et entre-temps, maintenant, actuellement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de zones industrielles, des friches industrielles, des bâtiments qui ne sont plus utilisés, abandonnés. Depuis 2008-2009, des mouvements sociaux ont loué ces espaces abandonnés et ont créé de la vie. Et cette vie, vous voyez là, Artiat, donc c'était une usine à gâteaux. Artiat est plutôt connu en Espagne et dans cette usine abandonnée, il y a 4 espaces organisés aujourd'hui pour des marchés, des formations, des ateliers. Il y a un Fab Lab numérique aussi. Et il y a énormément de travail dans cette usine abandonnée. Alors, il y a une foire qui s'appelle la Maker Faire, qui a lieu dans ce lieu physique. Et il y a quelque temps, avec la ville, nous avons développé des projets autour de ce lieu. Donc, d'autres lieux industriels qui sont abandonnés ont vu l'émergence du ZOP, le Artwork in Progress, donc le travail artistique en progrès, en cours. Et l'idée, c'est ce côté en cours, un projet en cours. Cherchons à revitaliser la zone à partir du passé, de l'histoire industrielle. Et donc, ils ont travaillé pour modifier cette île à travers la culture et la créativité, tout en encourageant les citoyens à venir voir ce qui se passait dans cette zone. Donc là, vous avez quelques photos pour le FAP. Juste une question, Eva. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez envie de provoquer ou de faciliter, créer des connexions. Selon vous, sur ces territoires, quelles sont les conditions idéales pour provoquer, pour pousser, pour stimuler ces réactions? Est-ce qu'il s'agit de conditions urbaines? Est-ce que c'est un lieu spatial spécifique? Est-ce qu'il y a des activités? Alors, je pense que c'est un petit peu tout ça, finalement, tout ça à la fois. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de provoquer les interconnexions. Ces mouvements ont en quelque sorte créé ce dynamisme et cette dynamique. Et nous avons travaillé à leur côté, mais bien sûr, c'est eux qui créons le lien, qui bâtissons les ponts vers d'autres artistes, d'autres technologies, etc. Donc, nous collaborons, ça oui, mais je pense que c'est une très bonne manière de créer de l'hybridisation. Donc, ça fonctionne très bien ici. Et parfois, il faut que nous facilitons un petit peu plus. L'île de Zortsora sera un véritable laboratoire d'innovation. Et nous allons inclure des centres de recherche, des lieux sportifs, des entreprises, les universités. Et le challenge, l'enjeu, viendra de comment les parties prenantes vont pouvoir interagir entre eux. Voilà. Voilà la réponse à cette question. Alors, dans ce projet, au sein de ce projet, au sein de ce mouvement, il y a le Fab Lab
avec une résidence internationale liée à l'urbanisme, la technologie, le langage transmédia et l'art interactif. Il y a aussi le Loft Zop, qui est un lieu de coworking pour des projets innovants, créatifs et artistiques. Il y a aussi un lieu de coworking pour les entreprises. Il y a des marchés, il y a le FabCraft, il y a l'Ecomedia. Il y a le MooMay aussi pour la musique et beaucoup d'événements autour du Zwap, ou les Zwappers. Ils s'appellent comme ça. Il y a aussi un théâtre alternatif dans ce lieu. Alors, au sein de cette usine en fait agroalimentaire abandonnée, usine qui produisait des gâteaux dans le passé. Il y a le Maker Faire, c'est à Lille, ça va démarrer demain. Alors nous c'est en octobre ou novembre chaque année. Alors c'est un événement passionnant parce que c'est une combinaison d'artistes, de scientifiques, d'imprimantes 3D, d'entrepreneurs. Il y a énormément de visiteurs. Beaucoup de personnes viennent sur l'île. Et c'est connecté à un label aussi, parce que ça vient du magazine Make, non? Si j'ai bien compris. Donc, en fait, l'idée, c'est que le magazine Make a créé, fondé ces foires. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Les salons ont été créés, provoqués par le magazine Make. Voici une image, une photo. Et avec ces mouvements, il y a quelques années, nous avons fait un projet lié au Fashion Tech Lab de Bilbao. Alors, il s'agissait là de la création d'un écosystème de création entre des créatifs, des ethnologues et l'industrie de la mode. Ici, il y avait plusieurs éléments. Premièrement, nous avons cherché à fournir de la formation avec un mélange de formation et nous avons appris l'IoT, l'Internet des choses, les textiles, etc. Deuxième aspect, nous avons voulu faire passer une formation en gestion de projet ou gestion financière. Et troisième phase, une dissémination, un déploiement international. Alors, nous avons créé 5 entreprises de la mode et nous avons créé 5 entreprises de la mode ont créé, ont développé un vêtement à partir de ce projet. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent au sein de ces projets et de ces vêtements. C'est formidable. Je suis très heureuse d'avoir pu collaborer sur ce projet et j'attends avec impatience de voir les résultats. Donc, c'est un projet purement entrepreneurial. Voilà pour moi. Je pense que c'était ce que je voulais présenter. Merci beaucoup, Eva. On est déjà un petit peu en retard, donc je vais appeler maintenant Philippe. Donc, Philippe Cardin, que j'ai présenté Philippe tout à l'heure. Dans l'équipe Géodynamie et également conseiller municipal de Milan et conseiller métropolitain Grenoble Métropole. Il désirait parler plus particulièrement, c'est très bien, de la démarche Art et Sciences face à une question qu'on a rapidement abordée tout à l'heure en introduction, la question de l'attractivité d'un territoire à travers plusieurs expériences, enfin plutôt des projets, notamment le projet Great. Mais je vous laisse... Oui, bonsoir. Je suis sûrement le plus naïf dans cette salle.
Vous m'avez présenté comme un chercheur CNRS, mais moi je suis un physicien, donc je ne connais rien à toutes les questions qui sont là. Mais du coup, je suis élu, et en ce sens-là, je représente souvent les habitants, puisque j'ai été élu par les habitants de ce territoire. Et donc, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait quand on m'a invité ici. Ce que je vois, c'est qu'il y a ce séminaire InFocus. Eva vient de parler de ce séminaire. Et le 5e thème de travail de ces dizaines de villes européennes qui réfléchissent sur leur politique d'innovation, c'est l'attractivité internationale. Et puis, en même temps, ici, dans ce même bâtiment, on a l'Hexagone et puis le CEA et puis la métropole de Grenobloise qui présente ce temps. Et la métropole, la métropole, c'est 450 000 habitants pour ceux qui ne connaissent pas bien ce secteur, ce territoire, réunissant à peu près 50 villes et villages qui se sont réunis, imposés par la loi en 2015. Et donc, parmi les attributions de ce nouveau territoire qu'on appelle la métropole, il y a la compétence culturelle. Nous avons choisi de prendre la compétence culturelle et en particulier l'Hexagone, qui était une scène nationale, mais aussi un centre national arts et sciences, a été intégré ainsi à la métropole. Donc, pourquoi une des compétences principales de la métropole, la compétence principale de la métropole, c'est l'économie, et depuis longtemps. Mais la compétence culturelle arrive juste. La compétence culturelle scientifique, elle, était déjà présente dans la métropole depuis longtemps. Donc la question que je voulais me poser ce soir, c'était d'associer ces deux démarches et de se demander en quoi une démarche arts et sciences augmente l'attractivité d'un territoire. Et donc prendre l'exemple grenoblois tel que je le perçois et les projets actuels pour illustrer des réponses possibles à cette question. Comment une démarche culturelle arts et sciences peut augmenter l'attractivité internationale de notre territoire. Donc la première réponse, sûrement, c'est ce qui est mis en place ici, cette biennale. S'il y a de biennale arts et sciences, la métropole a identifié ce couplage entre arts et sciences comme un marqueur d'identité de notre territoire et comme un objet de rayonnement. Et l'Hexagone, dans sa proposition de faire cette biennale arts et sciences, est soutenue par la métropole. Et parce que nous considérons que cet événementiel doit articuler artistes et scientifiques, technologues, mais aussi ça doit être fait pour le grand public. Et tout l'enjeu de cette biennale est de s'ouvrir à tous les publics locaux, mais aussi s'ouvrir plus largement. Et c'est ce qui a été fait cette année déjà, où il y a déjà des dimensions internationales. Donc pour nous, c'est un temps fort. Et donc on a une ambition encore plus grande pour cette biennale, qu'elle devienne un rendez-vous national bien sûr, mais aussi un rendez-vous européen. Et dans ce domaine-là, ce qui se fait dans les autres villes, et par exemple comme InFocus, le travail qui est fait InFocus, nous permet de voir ce qui est fait dans les autres villes et de s'en inspirer. Et aussi, peut-être, par le développement qu'on fait ici, leur permettre, elles aussi, de se développer. Le deuxième point, c'est qu'on essaye d'intégrer dans nos politiques publiques territoriales une démarche culturelle et en particulier une démarche arts et sciences. Et c'est là qu'effectivement, il y a un projet national qui s'appelle GREAT et qui vient d'être sélectionné par ce qu'on appelle le programme d'investissement territoire grande ambition. Merci, bravo. Et Grenoble a été sélectionné parmi d'autres pour pouvoir passer dans une deuxième phase et présenter un projet plus global. C'est important parce que pour nous, ces politiques d'innovation publique, économique principalement, mais pas seulement, on veut qu'elles soient ouvertes à tous,
qu'elle s'appuie sur l'ensemble du territoire, sur tous les habitants. Et on pense, et d'ailleurs c'est une émission qui est confiée aussi à l'Hexagone, c'est dans ce projet, c'est d'utiliser le vecteur culturel pour permettre cela. Donc le troisième point, ça, je dirais que ce qui est important pour nous et ce qui se met en place ici, c'est une mise en réseau des structures arts et sciences. Donc on observe l'émergence d'un réseau déjà quasi national qui s'appelle TRACE pourquoi TRACE Antoine? Transversal des réseaux Art-Sciences, pardon. Transversal des réseaux Art-Sciences, voilà. J'avais oublié PIA3 et TRACE. Très bien. Donc pour nous, c'est exemplaire. Hein. Elle permet le partage d'expériences, de création, de production. Mais bon, c'est l'expérience d'InFocus qui est de partager entre villes européennes. Bon, ben ça, c'est l'avenir, on pense, pour ce genre de réseau. Faire émerger la thématique art et sciences au niveau européen. Je pense que c'est propice à l'innovation, mais il y a une sorte de paradoxe là. C'est que les sciences, les technologies n'ont pas de frontières. Moi, je suis scientifique, je le vois, j'en fais l'expérience. Le monde culturel, n'importe lequel d'ailleurs, le monde de la peinture, le monde lyrique, etc., c'est très international, il n'y a pas de frontières non plus. Et art et sciences, on sent, alors c'est peut-être le fait de l'émergence de cette voie, mais a pas cette dimension européenne et internationale. Donc c'est une question qu'on doit se poser et comment on peut le favoriser. Enfin, le dernier point que je voulais souligner, c'est un atelier qui est mis en place, qui s'appelle l'atelier Art et Sciences. Et personnellement, et puis d'ailleurs c'est ce que pensent les gens qui ont réfléchi à ça à la métropole, on pense que c'est une expérience très intéressante, parce que c'est une expérience qui met en relation des artistes et des scientifiques. Et ce qui nous a plu ces dernières années, dans ce que j'ai pu percevoir en tout cas, c'est les sessions de travail avec les entreprises pour innover et trouver des possibles avec les artistes. Donc, bon, je pense que c'est à ce stade quelquefois assez expérimental et ça serait intéressant que cela puisse s'ouvrir à d'autres entreprises, et en particulier à des entreprises du territoire, aux pôles de compétitivité qui sont ici. Je ne sais pas comment nos politiques publiques peuvent favoriser ça, mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Donc pour finir, voilà 4 petites expériences qui sont actuellement en place à Grenoble. Pour finir et conclure peut-être, l'attractivité d'un territoire, c'est surtout l'envie d'y vivre pour ses habitants. C'est mon expérience personnelle comme chercheur, mais je pense comme tous les innovants dans ce territoire. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce territoire, il y a beaucoup de chercheurs et de développement sur ce territoire, à peu près 10 000 évalués. Les chercheurs, les ingénieurs qui viennent ici, qui viennent dans les entreprises qui sont ici, qui viennent dans les établissements, les organismes qui sont ici, viennent aussi pour les qualités du territoire. Il y en a plusieurs qui sont identifiés, bien sûr. Le premier, est avec les 50 ans de la commémoration des 50 ans des Jeux Olympiques, c'est avant tout la montagne, c'est sûr que c'est très attractif. Cette dimension un peu sportive, un peu touristique. Mais aussi, c'est l'innovation scientifique. Ça donne un élément culturel et territorial important. Et donc, tout est donc là pour que les arts et les sciences puissent se rencontrer et se développer. Et cette capacité de faire, c'est tout l'enjeu pour l'attractivité de nos territoires que donne la métropole. Et on pense, je pense en tout cas, que quand on fait ça, on permet la mise en place d'une société bien plus progressiste et bien plus humaniste quand on met tout ça là en place. Alors peut-être c'est lié aux gens qui sont là, mais voilà, c'est comme ça que je conclurai. Je me permets juste de vous poser une question qui rejoint aussi un petit peu la question que j'ai posée à Eva, mais qui est particulièrement mise en avant aussi dans le projet GREAT.
il s'agit de mettre en réseau, si j'ai bien compris. Et effectivement, on a entendu déjà à plusieurs reprises cette question de connexion entre de mettre en réseau, de susciter des réseaux, de même des fois informels, hein, et presque d'économie informelle parfois dans certains cas. Qu'est-ce que ça fait au territoire, cette mise en réseau comment ça se passe? En fait, pour l'instant, c'est que des petites expériences qui sont faites. Et je pense que l'idée du PIA 3, justement, c'est d'essayer de rendre à l'échelle d'une métropole des expériences qui sont faites beaucoup plus localement et de mettre à grande échelle, d'essayer de généraliser en fait à grande échelle des expériences qui sont faites beaucoup plus localement. Donc c'est tout l'enjeu. Je peux pas décrire exactement parce que c'est en construction. Le projet est pas. Il y a une esquisse qui a été écrite. Donc certaines thématiques sont repérées. Aujourd'hui, on élabore des plans pour essayer de transformer justement à grande échelle ces dimensions-là. Donc il y a certaines transitions, comme vous les avez décrites en introduction, qui sont pleinement travaillées dans ce projet. Merci. Le temps passe. Il y a encore d'autres intervenants. On pourra peut-être approfondir par des questions après. Je vais donner la parole à Marie Alberg, donc chef de projet French Tech Culture, qui va plus précisément parler qui est donc la représentation un peu de l'initiative START de la Commission européenne et qui va plus spécifiquement parler de 3 projets pilotes au sein de START qui sont donc Vertigo notamment, START Prize et Where Sustain, et évidemment aborder la question de ces initiatives sous l'angle des transitions urbaines. Qu'est-ce que ça fait, le décloisonnement entre les arts, les sciences et technologies, en termes de développement économique, d'innovation sociale, de développement durable? Je laisse la parole à Marie. Alors donc, du coup, je vais essayer d'être rapide, car vous souhaitez tous aller prendre l'apéritif bientôt, je pense. Donc moi, effectivement, je vais vous parler d'un programme de l'Union européenne qui s'appelle START, pour Science, Technology and the Arts. Donc juste une très rapide introduction sur les liens entre innovation, art et technologie. Donc on sait que l'Union européenne a fait de innovation une priorité pour sa compétitivité à l'échelle mondiale, mais aussi pour l'idée d'une société plus durable, plus inclusive et tout un tas de choses chouettes comme ça. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais de plus en plus, quand on parle d'innovation, on parle plus uniquement de connaissances scientifiques ou techniques, mais de plus en plus, ce qui est mis en avant dans les processus d'innovation, c'est plutôt des choses qui sont liées à la créativité, à l'imagination, à savoir penser hors du cadre, etc. Et on peut remarquer aussi que ces collaborations entre art et technologie, finalement, elles sont pas si nouvelles que ça, puisque ça fait 50 ans qu'on a des exemples assez fructueux de collaboration de ce type. Donc très rapidement, la première photo en haut, c'est une photo des performances Nine Evenings qui ont eu lieu en 65 aux États-Unis, où en fait il y a des chercheurs de Bell, donc la téléphonie, qui ont travaillé avec des artistes contemporains, donc une dizaine d'artistes, dont John Cage, voilà, que des grands noms, sur des performances théâtre, danse et nouvelles technologies. Et de ces performances est sortie la première utilisation du micro sans fil, en fait. Donc c'était dans une pièce de Robert Rauschenberg, où il y avait une partie de tennis et où le son de la balle qui frappait la raquette devait contrôler l'éclairage de la scène. Et donc, voilà, pour les artistes, c'était juste pratique, en fait, d'avoir un micro sur la raquette, donc sans fil. Et voilà, ça a donné, donc ça
Ça donne lieu donc pas forcément à des innovations au niveau technique, mais en tout cas à des innovations d'usage qui peuvent être importantes et se diffuser ensuite très largement dans la société. L'image d'en dessous, c'est la collaboration du groupe de recherche et développement de Mercedes avec le Future Lab d'Ars Electronica, donc qui font intervenir des artistes pour essayer de réfléchir au dialogue qu'on peut avoir avec les voitures autonomes ou des choses comme ça. Donc voilà pour des petits exemples. Donc plus concrètement, Starts, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un programme qui se base du coup sur ces constats et qui vise à favoriser la participation des artistes dans des projets de recherche et développement technologique, en se disant, donc l'idée c'est d'essayer de faire se croiser et de faire collaborer des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc d'une part des artistes, d'autre part des chercheurs, des ingénieurs, des scientifiques, des développeurs, et en se disant que les innovations qui vont pouvoir sortir de ces collaborations vont n'en être que plus créatives, inclusives, durables, et donc en gros vont avoir une plus grande valeur ajoutée pour la société. Donc juste au niveau un peu technique, c'est un programme c'est un sous-programme en fait du programme Horizon 2020 de l'Union européenne, qui est le programme qui finance la recherche et l'innovation. Donc ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas dans le programme culture qui vise donc à soutenir des projets culturels ou artistiques. On est dans un programme vraiment lié à l'industrie et à l'innovation qui va inclure des artistes dans les projets financés. Voilà, donc Start, il faut savoir que c'est un tout jeune programme puisque l'initiative a débuté en 2014-2015. Aujourd'hui, concrètement, il y a 3 projets qui sont soutenus dans le cadre de ce programme. Le premier, donc, c'est le Starts Prize, donc, qui vise à récompenser des collaborations innovantes art, technologie, industrie. Donc, c'est un projet qui est piloté, un prix qui est piloté par Ars Electronica. Le deuxième projet, donc sur lequel moi je travaille plus spécifiquement, c'est Vertigo Starts. Donc là, c'est un projet qui réunit 7 partenaires européens, dont l'IRCAM, donc avec Greg qui est dans la salle, qui coordonne le projet. Donc là, l'idée, c'est de faire venir des artistes en résidence sur des projets de développement technologique, donc vraiment que les artistes viennent travailler au sein des laboratoires de recherche, au sein des entreprises, et viennent produire une œuvre en lien avec une problématique technologique identifiée. Voilà. Et enfin, le dernier projet, c'est un projet de pilote autour du prototypage de textiles connectés, éthiques et durables, donc Wear Sustain. Donc ça, c'est les 3 projets actuels de Start, du programme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est même si, voilà, je disais tout à l'heure que c'est des collaborations qui finalement existent depuis 50 ans avec des vrais success stories entre guillemets à la clé, on se rend compte il y a beaucoup de freins de la part des artistes, mais aussi de la part des labos, des équipes de recherche ou d'ingénieurs à collaborer. Donc voilà, nous à travers le programme Starts, on essaye aussi de mettre en avant les intérêts mutuels que peuvent avoir ces différents acteurs à travailler ensemble. Pour les artistes, l'intérêt, c'est notamment d'avoir accès à des technologies émergentes, à des moyens de production techniques et humains de grande qualité, et aussi une visibilité différente pour leur travail, puisqu'avec des répercussions au niveau industriel ou de développement de produits ou de services, etc. Également de participer à des projets plus transdisciplinaires qui peuvent amener à des collaborations de long terme, etc. Pour les équipes de recherche et développement, de chercheurs, là, eux, ça leur permet d'avoir des personnes inspirantes qui vont avoir une vision différente au sein de leurs équipes, donc plus créatives, qui vont pouvoir apporter des compétences ou des idées en termes de design, en termes d'expérience utilisateur, en termes d'éthique aussi, d'approche plus critique des technologies, et parfois des nouveaux champs d'application auxquels ils n'auraient pas forcément pensé pour leur techno. Voilà. Et voilà. Et enfin, pour faire le lien avec le sujet de la table ronde, qui était donc plutôt le développement territorial, etc. Donc l'idée de Starts aujourd'hui, je vous disais, c'est plutôt trois projets pilotes. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des initiatives qui se déploient
de façon plus locale sur les territoires, donc un peu des start-hubs. Donc pour ça, je vous ai proposé juste 2 exemples d'initiatives qui sont un peu dans cet état d'esprit au niveau local. Donc le premier, c'est la French Tech Culture à Avignon. Donc c'est la structure pour laquelle moi je travaille et qui est partenaire du coup du projet Vertigo. Où là, donc je ne sais pas si tout le monde connaît la French Tech. Mais en gros, c'est l'écosystème des startups au niveau national. À Avignon, à l'initiative d'acteurs publics et privés, et notamment du Festival d'Avignon, il y a on va dire un label spécifique French Tech Culture qui a été créé, qui vise à fédérer les startups qui sont plutôt dans le domaine des industries culturelles et créatives, notamment des arts vivants, et en fait d'utiliser le territoire de la Provence, qui est très dynamique en termes de vie culturelle, avec ses grands festivals reconnus internationalement, son patrimoine, etc., comme un living lab pour des startups qui viendraient proposer des applications ou des nouveaux services dans ce domaine. Donc là, j'ai juste mis un petit exemple parce que du coup, accolé à la French Tech Culture, il y a un accélérateur de startups donc dans le milieu culturel et créatif qui s'appelle The Bridge. Et notamment une des startups accélérées, par exemple, a développé au Festival d'Avignon des lunettes de surtitrage multilingue, donc qui permettent à des personnes de toute nationalité et même à des malentendants de pouvoir regarder un spectacle du Festival d'Avignon dans leur langue. Donc voilà, ça c'est un petit exemple des liens entre technologie, business et puis art et spectacle vivant. Et puis le deuxième exemple que j'ai pris, que je trouvais intéressant, c'est l'exemple de Barcelone avec son Maker District. Donc, parce que Barcelone, c'est une ville qui a vraiment misé sur... donc c'est un peu un start-up, on peut dire, qui a vraiment misé sur ces croisements art, sciences, technologie pour revitaliser notamment le quartier de Poblenou. En soutenant de nombreuses initiatives dans ces domaines, donc notamment l'organisation d'une Maker Faire aussi, dont on parlait tout à l'heure, l'implantation d'un Fab Lab, l'organisation de l'Expo Smart City, et du coup de travailler sur l'aspect plutôt fabrication locale, économie locale, pour revitaliser son territoire en fait. Donc voilà. J'ai été assez rapide, je pense. Oui, merci. Mais du coup, je vous donne juste un petit lien sur Starts. Donc, n'hésitez pas à aller voir, il y a un détail sur les projets. Voilà. Merci. Merci Marie. Je vais tout de suite enchaîner sur Marie-Sophie Maslow du CEA, qui est en charge donc des partenariats industriels et qui venait présenter plus précisément 2 initiatives qui peuvent refléter un dialogue intéressant en termes de développement territorial, qui est le projet Festival, soutenu par un projet Horizon 2020. Et l'Urban Technology Alliance qui est en fait qui découle un petit peu de ce projet. Voilà. Alors j'ai la chance donc de travailler pour le CEA, qui est à l'initiative de l'atelier Art Sciences et de cet événement et qui est Experimenta, créé aussi en collaboration avec l'Hexagone. Donc, je vais témoigner ce soir de comment on mêle art et sciences pour innover. Je représente en fait des chercheurs de mon équipe qui ont mis en place une plateforme je vais parler un peu plus technique, mais de collecte des données dans le cadre de l'IoT. Et ça fait une petite dizaine d'années qu'on profite des projets européens, les fameux H2020, et donc de financement pour aider les villes à devenir intelligentes. Donc on participe régulièrement au Smart City Expo de Barcelone je voulais en particulier vous parler du projet Festival, dans le cadre duquel on voulait expérimenter ce qui pourrait aider la ville à devenir smart. Donc on a, excusez-moi, vous allez m'entendre à partir de maintenant, mais je ne vais pas recommencer parce que l'apéro approche.
Donc dans ces expérimentations, il y a eu des expérimentations de smart shopping, des expérimentations de gestion de l'énergie globale au niveau de la ville, des expérimentations pour autour des personnes âgées et de leur environnement dans la ville, soit le côté maintien à domicile, soit l'aide au déplacement, leur faciliter la circulation dans la ville. Et une des autres expérimentations a donc été de travailler avec Lionel Palin. Donc là, je vais vous lancer mes petites images. Ah, donc je peux y aller. Si je fais ça, ça démarre. Pas tout à fait. La régie va le faire. Voilà. Voilà, donc on a donc travaillé avec Lionel Palin, qui est un artiste qui est en fait chercheur à l'origine, donc c'est peut-être pour ça aussi que la collaboration s'est extrêmement bien passée, et qui travaille sur l'image. Donc là, vous voyez, ces fameux écrans ont été installés dans un objectif d'interaction entre la ville de Lyon et une ville japonaise. L'installation était au démarrage dans des gares, et l'idée pour l'artiste était de trouver un moyen d'interagir avec les voyageurs qui, contrairement à quand vous allez dans un musée, vous faites une vraie démarche pour aller voir une œuvre d'art. Là, il fallait que son œuvre d'art attire les voyageurs qui n'étaient pas du tout là pour ça. Et donc, il y a eu tout un travail avec des chercheurs de notre laboratoire pour travailler sur cette image en temps réel. Et pouvoir créer une interaction avec les personnes qui se déplaçaient dans la gare. Donc il y a à la fois une démarche artistique et scientifique, puisqu'il a fallu trouver une manière technique de donner à ces images en temps réel, d'animer ces images en temps réel, de les intégrer et de trouver des interactions avec le citoyen lambda qui est dans une gare. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que du coup, Lionel Palin est régulièrement recontacté par nos partenaires industriels qui souhaitent héberger cette œuvre pour créer justement cet esprit d'innovation au sein de leur entreprise. Donc elle a été au départ installée entre Lyon et le Japon. Elle a été réutilisée dans le cadre de la Fête des Lumières. Et donc, c'est une œuvre qui est amenée à se déplacer pour créer ce terrain d'innovation. Voilà. Merci. Du coup, il nous reste quand même plus que 2 minutes puisqu'on a commencé en retard pour poser des questions. Alors, je ne sais plus. Merci. Alors j'ai noté ma question parce que c'est très riche. Donc, on voit ici en fait des intervenants de secteurs vraiment différents. Moi, je me disais qu'il y avait des gens des pouvoirs publics et du secteur privé. Il y a aussi des citoyens, des artistes qui prennent la main en fait et qui développent leurs propres projets. Est-ce que le premier combo est vraiment à l'écoute des citoyens et des besoins en fait des habitants? Comment ça se passe au niveau des décisions? Est-ce qu'il y a des audits de fait dans les villes pour savoir? Voilà. Tout à l'heure vous parliez par exemple des personnes âgées, mais on a déjà du mal aujourd'hui à faire des villes adaptées aux personnes handicapées. Donc voilà, comment ça se passe? Alors je peux peut-être déjà vous parler de nos expériences au niveau du CEA. Donc, on a aussi des projets pour les personnes handicapées, qui sont sur des sujets complètement différents, donc je ne vais pas en parler ce soir. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment justement de proposer des expérimentations pour avoir la réaction des personnes pour qui elles sont mises en place. Donc, j'ai même oublié, parce que je voulais faire vite, de vous parler de la dernière initiative. On est en train de monter une alliance qui s'appelle la Urban Technology Alliance. Et l'idée, c'est justement de fédérer l'ensemble des villes avec lesquelles on a travaillé, les acteurs industriels, et de leur permettre d'échanger sur ces
retour d'expérience et éventuellement de déplacer les expérimentations d'une ville à l'autre, parce que justement les populations ne vont pas réagir de la même manière au Japon, en France, en Norvège ou en Espagne. Donc en tout cas nous, c'est la façon dont on travaille pour pouvoir avoir des retours sur ce qu'on propose. Moi, je veux bien compléter avec juste 2 choses. On a pas mal parlé des Fab Labs, et moi, j'ai travaillé beaucoup dans un Fab Lab avant. Et je trouve que c'est intéressant ces endroits parce que c'est vraiment des lieux qui sont vraiment appropriés par les citoyens et où il se passe vraiment des choses concrètes et où, par exemple, les gens viennent juste réparer leur aspirateur ou créer des montures de lunettes adaptées, j'en sais rien. Enfin, vraiment, voilà, on part de leurs besoins. Après, c'est vrai que nous, sur des projets art technologie comme sur Vertigo, on est vraiment sur des projets de technologie assez pointus et des projets artistiques aussi assez pointus qui peuvent sembler assez éloignés de considérations de monsieur ou madame tout le monde, voilà. Et en même temps, tout à l'heure à la table ronde sur les low-tech, je trouvais ça intéressant ce qu'a dit Quentin du Low-Tech Lab, parce qu'il disait de toute façon c'est pas une technologie low-tech ou high-tech qui va changer notre vie ni le monde, mais par contre ce que les artistes peuvent apporter justement, c'est ces questionnements ou ces remises en question qui, elles, peuvent vraiment changer des choses plus profondément dans la société. Donc c'est vrai que là, on est sur des choses peut-être moins visibles à court terme et en bas de chez nous, mais c'est peut-être sur des transformations profondes de la société, ça peut... voilà, on aura un impact, sûrement. Juste rapidement, peut-être, il y a certaines démarches, alors je suis pas certaine, mais il m'avait semblé que sur, par exemple, la lunette connectée, ça avait été le cas. Dans ce type de démarche, même si c'est très pointu, etc., il peut y avoir quand même des démarches de design thinking où les personnes sont intégrées dès l'amont de la conception par exemple, de ce type d'outils et sont amenées à... Alors, c'est pas de la participation citoyenne, ça c'est vrai, pas là, pas sur ce type de processus, on va dire, mais voilà, et c'est quand même intégré beaucoup dans ce genre de... Voilà. Oui. Pour les lunettes, oui, elles ont été testées en fait par les spectateurs du Festival d'Avignon, qui ensuite, il y a eu une enquête avec un panel, etc. Il y a aussi la question des modèles alternatifs. Moi, je pense que les artistes sont là aussi pour ouvrir des portes. On n'est pas que dans une dimension utilitaire, même s'il peut y avoir effectivement un business qui se dessine au bout du compte pour certains projets. Mais c'est aussi une manière d'ouvrir un peu les yeux d'une manière différente sur la ville, la vie, etc. Enfin, à la fois, nous, on est dans les 2 problématiques. On est dans des questions économiques où on cherche à valoriser nos compétences. Et en même temps, l'idée, c'est aussi de laisser des zones blanches. Et là, je parlais d'urbanisme. On s'aperçoit que tout est conçu pour être rempli. Et on a besoin aussi d'espaces blancs, des espaces d'expérimentation, de projection. Et je pense que c'est bien aussi si les pouvoirs publics peuvent prendre conscience de ça et laisser aussi des espaces blancs et pas simplement les repousser toujours plus loin de la ville-centre, mais les garder aussi au centre de la ville. C'est ce qu'on voit à Paris. Paris se reconstruit. On a quasiment terminé la rénovation urbaine de Paris là. D'ici 10 ans, il reste quelques zones SNCF encore à traiter, mais quasiment plus. Est-ce que voilà, c'est dans ce genre de ville qu'on a envie de vivre? Moi, personnellement, pas trop. Donc, c'est pas pour rien que les jeunes aujourd'hui à Paris, ils vont en banlieue. Hein. Ils vont pas en banlieue simplement parce que voilà, c'est une aventure. C'est aussi pour être dans des espaces non standardisés, où on peut aussi envisager que les artistes s'y proposent aussi des modèles de développement d'économie alternatifs. Voilà. Oui, bonjour, Bruno Cohen, je travaille à Nancy sur justement toutes les questions que vous abordez. Et Olivier Le Gall vient juste de pointer précisément ce sur quoi je voulais intervenir. En effet, on a avec la métropole nancéenne lancé il y a quelque temps déjà ce qu'on appelait nous des ateliers des possibles ouverts aux citoyens, aux gens, pour justement leur demander de rêver des espaces vides, pas occupés.
alors même que l'histoire nancéenne est très riche autour de l'hybridation, art, sciences, industrie, autour de l'école de Nancy, autour de espèce de grande histoire où tout est mêlé et qui, jusqu'à aujourd'hui, résonne assez fortement à travers Artem, enfin, des lieux de formation importants entre les mines, les lycéennes, enfin l'école de commerce et puis l'école d'art. Et on essaye, à travers ces ateliers des possibles, justement d'imaginer des non-lieux, des hors-temps, des herbes folles, des riens, justement, pour que le monde ne soit pas forcément complètement organisé et qu'on laisse la place à quelque chose qui est potentiellement, qui peut potentiellement se développer. Donc ma question, elle est, mais bon, Olivier a répondu en partie, on se connaît par ailleurs parce qu'on a eu l'occasion d'échanger sur des projets qu'on a montés, mais c'est vrai que cette question de la course ou de l'injonction à l'innovation, de l'injonction à la nouveauté permanente, de ces croisements qui, au fond, sont quasi insupportables. Si vous êtes simplement dans art et sciences, merde, il vous manque l'ambition technologique ou économique. Si vous êtes dans sciences et économie, ah zut, vous avez raté les artistes. C'est infernal, quoi. Comment vous situez-vous dans la construction d'espaces sans rien, qui permettent tout simplement de revenir à des choses simples? Voilà. Du coup, je reprends parce que du coup, la table ronde d'avant, c'était beaucoup mieux que ça. Non, la table ronde d'avant parlait de ça et justement de dire que les low-tech, c'était aussi de l'innovation, en fait. Donc, je pense qu'il faut réussir à décorréler innovation de progrès technique. Enfin, c'est un peu ce dont tu parlais au début, Julie, mais de faire la part des choses, voilà, entre qu'est-ce que c'est l'innovation, qu'est-ce que c'est le progrès technique, qu'est-ce que c'est le progrès social aussi. Et peut-être une fois qu'on a remis tout ça en place, on peut réunir les bonnes personnes autour des bons projets pour avancer. Mais effectivement, c'est beaucoup de mots-clés. Je suis bien d'accord. C'est aussi une question de pouvoir, un peu, hein, quand même. Un peu. Je pense qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Et à un moment donné, si ces projets peuvent aussi, je dirais, esquisser des modèles alternatifs, l'idée, c'est pas juste que ce soit voilà, pour dire que ça existe. Et puis, il y a une forme de démocratie. Et on permet à des artistes un peu différents d'exister aussi à leur manière. C'est aussi de voir comment ça peut avoir un impact sur la politique dans laquelle des villes dans lesquelles on est. Donc je pense que c'est aussi une question derrière. La question qui se pose derrière, c'est quel moyen politique ou quelle stratégie politique peuvent avoir les artistes. Et moi, je pense que le coopératif, puisqu'il y a aussi une dimension coopérative forte, nous, on essaie de monter une coopérative de lieux indépendants, mais on n'est pas tous forcément d'accord. Mais je pense qu'il y en a d'autres coopératives qui se montent aussi, notamment en région parisienne, entre des lieux qui ont des mal à être financés, qui ne sont pas crédibles vis-à-vis notamment des banques. Et à 5, on n'est plus crédible. C'est-à-dire qu'on mutualise ses recettes propres, on pèse 5 millions d'euros, 8 millions d'euros. C'est quasiment une structure importante. Et du coup, on n'a pas le même rapport aussi de pouvoir. Et donc, ça permet des choses. Et je pense qu'il y a de plus en plus de choses comme ça qui s'élaborent, même si on le voit pas. Je pense que c'est un peu partout et c'est pas forcément, et peut-être tant mieux d'ailleurs que ça se voit pas, parce que peut-être que si ça se voyait trop, il y aura peut-être des forces contraires qui s'exerceraient, je sais pas. Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi une invention aussi politique qui doit être concomitante de ces projets. Moi, je me considère dans une démarche de toute façon politique en faisant de ce que je fais, mais sans avoir de prétention de quoi que ce soit. Hein. C'est plus de transformation de la société et de la vie, quoi. En étant modeste. Alors, moi, je voudrais vous remercier pour votre intervention. C'est pas une question, c'est juste un petit commentaire et ça me traverse l'esprit. Souvenons-nous de l'expérience de Fernand Deligny qui s'engueule avec Félix Guattari, qui quitte la clinique de la Borde et qui se réfugie dans les Cévennes avec 10 autistes et qui génère ce travail-là et qui va dessiner en fait une nouvelle cartographie de ce qui pourrait être déjà une micro-société, donc une ville avec des autistes qui sont pas censés avoir de vocabulaire, avoir de relations sociales.
Et ce que vous proposez, ce que vous avez proposé dans votre intervention, c'est un espace de rien, de l'air. Et Fernand Deligny avait compris, et les autistes avaient besoin de ça pour justement cartographier peut-être de nouvelles villes. C'était pas une question. Excusez-moi. Juste pour compléter ça, c'est le Laboral à Riron, donc le centre d'art et technologie qui collabore avec Telefonica, l'opérateur téléphonique. Et donc le directeur, il racontait que dans les premières résidences qu'il a mis en place, donc faire intervenir des artistes sur des projets de R&D de Telefonica, il les traitait plutôt comme des chercheurs ou comme des ingénieurs, en se disant bon, ils vont faire des trucs et puis ça va nous inspirer et puis voilà. Et puis assez rapidement, il s'est rendu compte parce qu'il dit bon, au début j'étais assez naïf, voilà, je me suis dit les artistes ils vont nous inspirer, etc. Et assez rapidement, il s'est rendu compte que d'une, il fonctionnait pas du tout de la même manière que des chercheurs ou des ingénieurs, et que surtout il fallait leur laisser totalement carte blanche, parce qu'ils étaient capables de s'investir vraiment hyper loin dans des projets de R&D, dans des innovations. Et il disait que maintenant, il leur confiait même des responsabilités qui pouvaient aller jusqu'à engager des financements de l'entreprise ou d'autres responsabilités, et que c'est vraiment en faisant qu'il avait complètement changé sa manière d'aborder ses collaborations, quoi. Donc c'est aussi dans le faire, pas que dans le rien, que nous trouverons des réponses aussi, je pense, en essayant, quoi. Dans ce type de collaboration, je peux aussi témoigner. En fait, donc le fameux atelier Art Science, il est hébergé dans ce qu'on appelle la maison du colonel. Donc nous, on aime beaucoup au CEA parce que c'est au moins un bâtiment d'origine qui a été conçu avec des salles pour je voulais vous dire un gros mot anglais, mais du brainstorming, où il n'y a pas une chaise pareille, où il y a des estrades, des tables, pas de table, et on la configure comme on veut. Et en fait, on accueille des partenaires industriels qui soit ont une idée, soit n'ont pas, mais voudraient juste être capables de se différencier, et donc viennent réfléchir en partant de rien, d'une page blanche. Mais par contre, on essaye de mettre autour de la table des profils qui peuvent les intéresser, soit parce que c'est des gens qui ont des expériences proches, sans être du même secteur industriel. On invite aussi des artistes, puisque du coup, on a la chance d'avoir ce réseau d'artistes avec lequel on travaille. Et puis, moi, je ne suis pas une chercheuse à la base, mais je peux vous dire que c'est un vrai plaisir. Pour rebondir, pareil, c'est pas une question. En fait, je vais faire le malin, je crois, un petit peu, mais pour rebondir sur ce que disait monsieur, en fait, d'après quand on vous écoute, en fait, on pourrait dire peut-être que la nature a horreur du vide et que les artistes sont contre nature, en fait. C'est un petit peu ça le truc, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça, voilà. Par contre, c'est dommage, à Nancy, en parlant de lieux comme ça, c'est quand même la fermeture de Totem, par exemple. Un petit peu. Oui. Mais là, du coup, c'est... Ouais. Un petit peu. Non, c'est aussi la question de l'éphémère, enfin de quelque chose qui serait de l'ordre du dessin que tu effaces à un de ces motifs indiens, tu sais. C'est très beau, c'est très élaboré, mais en même temps, alors il ne s'agit pas non plus de soumettre toujours l'artiste à l'éphémère, parce que je pense qu'il leur faut aussi des conditions pour développer des projets de long terme aussi alternatifs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du court terme, mais l'idée qu'on puisse réserver des espaces pour essayer, expérimenter, se planter, réessayer et développer. Je pense que c'est important d'avoir des espaces, des espaces-temps, hein, c'est pas forcément que des espaces. Ouais. Ça m'étonne qu'on parle que d'espace, parce que c'est pas que les espaces qui doivent être vides, c'est surtout aussi ces têtes, les têtes qui doivent se vider, parce que dans l'acte
de création, en tout cas en sciences, etc. C'est très important aussi d'être... C'est une dimension intérieure qui compte. Donc, la dimension intérieure est forcément influencée par des espaces vides, des choses comme ça. Mais je pense que souvent ce qui empêche aussi, c'est qu'on est plein. Notre emploi du temps est plein, nos idées sont pleines. Donc, je pense que c'est aussi cette dimension-là qu'il faut travailler. Et en tout cas, pour refaire le parallèle à Arescience, des scientifiques qui produisent de nouvelles idées, ils ont besoin de cette quiétude. C'est pas pour rien qu'on dit que les laboratoires doivent être fermés. Un laboratoire qui est en cours Anders, où il y a de l'action continuelle, c'est difficile de se concentrer, de chercher quelque chose, d'exprimer quelque chose, de créer quelque chose quand on n'en a pas fait aussi, quand on n'est pas dans cette dimension intérieure. Enfin bon, c'est personnel, mais... Moi, je parlais d'espaces non assignés. Je parlais pas forcément je disais qu'il reste des espaces non assignés en termes d'usage. Après, évidemment qu'il faut des espaces de spécialité et qu'il faut des espaces de quiétude et il faut des espaces assignés à un usage. Mais je pense qu'il faut aussi des espaces libres de tout usage assigné. On va peut-être, s'il n'y a vraiment plus du tout de questions, on va peut-être terminer. Plus de questions ? Ok, parfait. Merci beaucoup et bonne soirée.